Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire After Data de ce jeudi 14 mai. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez et vous voyez correctement mon écran? Donc, vous avez une zone de chat pour discuter. Si vous pouvez me faire juste un petit retour, ça me rassure sur le fait de ne pas parler tout seul pendant une demi-heure. Parfait, merci, merci de ces retours. Donc, nous allons discuter aujourd'hui d'appétence produit de façon générale. Donc, l'enjeu, c'est bien être capable d'anticiper, de prédire le futur besoin de nos adhérents, de nos clients. Et on fera un focus sur la fin du webinaire spécifique sur comment se passe l'évolution du comportement client et comment on peut anticiper l'évolution du comportement dans un contexte particulier tel que la crise actuelle. Euh, donc, tout d'abord, euh, vous avez pour la majorité d'entre vous des outils de gestion de relations clients, des CRM, des outils de business intelligence. Ce sont des outils indispensables, de très bonne qualité, mais ce sont des outils qui sont généralement concentrés sur des données enregistrées et donc des données passées. Donc ce sont de très bons outils, mais des outils qui permettent d'avoir un regard sur ce qui s'est passé ce matin, hier, il y a 3 mois. L'objet de notre solution, c'est bien de ne pas se concentrer sur le passé, mais de l'utiliser pour être capable d'anticiper ce qui va arriver demain, et donc en ça de travailler sur le futur et pas juste sur ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la majorité de nos clients sont concernés et travaillent avec nous sur 3 questions stratégiques autour du marketing. Tout d'abord, une question autour du lead scoring et de la priorisation des prospects. Et basiquement, quand on a bien fait son travail de génération de leads, on a beaucoup de dossiers, de leads qui arrivent sur le site internet, au téléphone, en agence, sur papier pour certains. L'enjeu pour optimiser leur transformation va être d'être capable de les prioriser, d'évaluer leur potentiel en termes de potentiel de transformation, qui a le plus de chances de devenir client, qui a le plus fort potentiel commercial, et surtout à quel moment je me trouve de la démarche commerciale. Donc là, on va être sur tout ce qui vont être des outils d'assistance à la transformation des leads. Un deuxième sujet, et qui est celui qui va nous concentrer aujourd'hui, est autour du multi-équipement et du développement commercial. Concrètement, j'ai des adhérents, j'ai des clients avec lesquels j'ai des contrats. Donc, ce sont des gens que je connais, pour lesquels j'ai pas mal d'informations. Et autour de ces informations, la question essentielle, qui est une question vieille comme le commerce, va être à qui est-ce que j'ai le plus de chances de vendre une nouvelle offre, un nouveau produit, et surtout à quel moment. Et c'est cet aspect moment qui est un des éléments les plus compliqués et sur lequel notre solution va avoir le plus de valeur, parce que ce n'est pas parce qu'un adhérent est éligible à une offre, correspond au profil et a de bonnes chances d'être intéressé par une de vos offres, qui va être intéressé de la même manière aujourd'hui, dans 3 ou dans 6 mois. Ensuite, quand on a des clients, malheureusement, un jour ou l'autre, on risque de les perdre. Et du coup, ce qui intéresse beaucoup d'entreprises aujourd'hui, spécialement sur les secteurs assurance mutuelle, ça va être anticiper la résiliation. Anticiper la résiliation, ça veut dire être capable de dire avec un délai d'anticipation de 2 à 3 mois qui sont les 0,5-1% de clients qui ont le plus gros risque de résiliation et surtout quels sont les leviers dont on dispose pour les fidéliser. C'est évidemment quelque chose, un sujet qui est d'autant plus d'actualité pour les acteurs de la santé avec l'arrivée de la résiliation infra-annuelle en fin d'année. Donc aujourd'hui, on se concentre sur le sujet central, sur l'upselling et donc le développement du multi-équipement. Alors, quelques chiffres rapides sur le multi-équipement. Aujourd'hui, dans le secteur assurance mutuelle, on considère qu'en moyenne, un client, un adhérent détient entre 1,6 et 2 contrats. Évidemment, ça change un petit peu si on est spécialisé en IARD, si on fait que de la santé, si on inclut les options dans le multi-équipement, mais on est dans cette proportion-là.
ça veut dire qu'on est globalement dans un secteur sur lequel le taux de multi-équipement est plutôt faible si on compare par rapport à des secteurs tels que l'énergie, les télécommunications. Et donc, c'est un sujet qui a du sens et qui est une source de développement potentiel. On le voit aussi quand on fait des comparaisons internationales. Un deuxième chiffre qui me semblait intéressant, euh, une étude récente de l'Argus de l'assurance montrait que un client reçoit en moyenne 1,2 messages bien ciblés par an. Alors, un message, c'est quoi? C'est un message personnalisé dans lequel on va présenter à un adhérent une nouvelle offre, dans lequel on va faire un focus sur une offre actuelle qu'il n'a pas. Ça peut être aussi un article dans une newsletter qui le concerne particulièrement. Et quand on regarde, alors c'est valable sur l'ensemble du secteur, mais entre les acteurs qui communiquent très très peu, ceux qui communiquent de façon générale, on se rend compte que finalement, le nombre de fois où l'adhérent a le sentiment qu'on lui parle à lui, qu'on lui parle d'un produit, mais avant tout qu'on lui parle d'une réponse à un de ses besoins, de quelque chose qui le concerne, on est sur un nombre de messages extrêmement, extrêmement faible. Et c'est dommage parce que c'est ça qui va permettre, entre autres, de développer notre fameux multi-équipement. Et enfin, un chiffre assez classique, mais qui est toujours bon de rappeler, pourquoi est-ce qu'il est intéressant de développer le multi-équipement? Évidemment, il y a une notion de développement de l'activité, mais quelqu'un qui a ne serait-ce que 2 contrats chez une mutuelle ou une assurance a 14 fois moins de chances de résilier que quelqu'un qui a un seul contrat. Donc on voit qu'au-delà du développement de multi-équipement, il y a un gros impact sur la fidélisation et sur la pérennité du parc adhérent. Pour commencer, en 2 minutes, je voudrais revenir sur finalement ce dont on parle quand on parle de marketing prédictif ou quand on parle d'intelligence artificielle. C'est des mots qui ont tendance à susciter à la fois beaucoup de rêves, beaucoup de craintes aussi. On aurait pu appeler ça finalement analyse prédictive. C'était moins un buzzword, mais ça aurait été sûrement beaucoup plus réaliste. Alors, ce que je vous propose, c'est en 2 minutes, on va faire un tout petit peu de marketing prédictif ensemble. Et puis après, on parlera directement de la solution et du use case. Ici, vous avez un fichier qui est un fichier qui pourrait venir de vos systèmes d'information à tous. Là, on me dit que j'ai un certain nombre des clients, donc chaque ligne est un client. Chaque client a un foyer familial composé de 1 à 5, 4, N personnes. Ces gens consultent plus ou moins la newsletter, certains très rarement, 0,3 fois par an ici, d'autres 4 fois par an, d'autres 8 fois par an. On a l'ancienneté du premier contrat, depuis quand cette personne a souscrit son premier contrat auprès de nous. J'ai le délai de son dernier sinistre ou de sa dernière indemnisation en santé. Est-ce que c'est quelqu'un qui finalement a bénéficié très récemment de services d'indemnisation ou au contraire, est-ce que ça fait longtemps? Est-ce qu'il habite plutôt en zone urbaine ou rurale? Et puis, combien de contrats sont actifs actuellement? L'enjeu de cette prédiction, après, va être de savoir, sur un produit en particulier, en l'occurrence ici un produit qu'on a appelé Premium, est-ce que ces gens ont souscrit ou pas notre offre Premium? Certains l'ont, d'autres pas. Ce que fait une solution de marketing prédictif, c'est qu'elle va se concentrer sur ceux qui ont souscrit ici l'offre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des points communs entre ces personnes. Alors, des points communs, ça va être des signaux faibles, des légères variations, des indices dans les données qui nous permettent de trouver des ressemblances entre ces personnes. Et si on regarde, on s'aperçoit que ces gens qui ont souscrit un contrat premium, majoritairement, ont plutôt un foyer familial assez important. Alors, pas tous, mais une bonne partie. Consultent plutôt un peu plus que les autres la newsletter, ont un contrat qui est plutôt pas extrêmement récent et pas extrêmement ancien non plus. C'est des gens qui ont été indemnisés relativement récemment la dernière fois. Puis il y a certains critères, ici zone d'habitation urbaine ou rurale, on se rend compte que c'est un critère qui n'a pas de sens pour ce qu'on veut prédire parce que finalement il est réparti quasiment au hasard. Par contre, on se rend compte que c'est des gens qui ont quasiment toujours au moins 2 contrats. Donc on va définir comme ça un profil.
et plutôt plusieurs profils. En vérité, la solution va déterminer 4, 5, 6, 10 profils de personnes qui ont des caractéristiques, chaque profil étant une série de caractéristiques. Un foyer familial plutôt important, une newsletter assez consultée, un contrat pas extrêmement récent et pas extrêmement ancien non plus. Et grâce à ces personas, l'outil après va vouloir rechercher dans les clients actuels, on va rechercher qui sont ceux qui ressemblent le plus à nos clients qui ont majoritairement souscrit notre offre premium. Et ici, l'enjeu, c'est de savoir parmi ces clients, à qui est-ce que j'ai intérêt maintenant de proposer une offre. Encore une fois, le maintenant est extrêmement important. Ici, on se rend compte qu'on a deux profils qui ressemblent pas mal aux autres. Et ce qui va être important, c'est qu'ils ressemblent, mais qu'on va vouloir évaluer dans quelle mesure est-ce qu'ils ressemblent aux autres afin de pouvoir dire que parmi ces personnes-là, j'ai une personne qui, à 94%, va être appétente à notre offre premium, alors que celui-là ne l'est qu'à 89%. Bon, ici, on a fait une démarche complète, un petit peu accélérée, mais on a fait une démarche complète de marketing prédictif. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fait avec des technologies qui sont extrêmement efficaces, extrêmement performantes, mais ce n'est que de l'analyse statistique et donc il n'y a pas de crainte à avoir sur une éventuelle dépossession du travail du marketing ou de l'activité humaine. Alors, comment tout cela fonctionne? On travaille avec des data clients. Les data clients, ce sont les données qui viennent de votre système d'information, généralement des données sociodémographiques, des choses qui viennent de votre CRM. Est-ce que le client est un homme, une femme? Quel âge il a? Dans quelle zone il habite? Quelles sont des données qui viennent de l'outil de gestion? Combien de contrats a-t-il? Depuis combien de temps? Est-ce qu'il a souscrit des options? Est-ce qu'il en a résilié? Et puis des données comportementales. Est-ce qu'il a fait des réclamations? Est-ce qu'il lit les newsletters? Est-ce qu'il a récemment fait des demandes de devis? Donc tout ça sont les données qui viennent de votre système d'information. Concrètement, on parle en général 2-3 requêtes extraites de votre système d'information. On va compléter ça avec quelque chose d'absolument essentiel pour la performance du modèle. Ce sont des données open data fournies par notre solution, qui sont des données sur les catégories socio-professionnelles, des données sur la probabilité de déménagement, des données sur la consommation de produits de santé, des données sur les habitudes culturelles. Ce sont des données publiques, donc tout à fait opt-in, qui sont consultables par tout le monde. Alors, nous, on les retravaille énormément et derrière, on injecte ces données qui vont compléter les données des mutuelles ou des assurances. Et enfin, on injecte des règles métiers parce que le machine learning n'est pas la négation de l'expérience métier, de l'expérience marketing. Et du coup, on a la capacité dans notre solution, en complément de modèles, de rajouter des règles et de dire que quand on a tel comportement, quand on a tel type de client, on veut en priorité que cette personne bénéficie d'une offre en particulier parce que le modèle va nous permettre de détecter l'appétence des clients, une appétence stricte, mathématique, mais votre stratégie commerciale derrière peut, elle, vouloir surpondérer ou sous-pondérer certains comportements parce qu'il y a certains adhérents que vous souhaitez privilégier par rapport à d'autres. Et l'enjeu de la solution est bien d'avoir des résultats opérationnels pour une équipe marketing et une équipe commerciale. Ce n'est pas de faire de la data science d'un point de vue théorique. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments dans la solution, on va vouloir utiliser ces prédictions. Et les utiliser, ça peut être les mettre à disposition du CRM. On a un certain nombre de connecteurs standards avec des solutions telles que Salesforce, Ideal ou Dynamics. On va vouloir faire du marketing automation et du coup, on va pouvoir envoyer des campagnes multicanales d'email, de SMS, de courrier. On peut vouloir simplement utiliser la solution pour demander des actions à notre réseau de conseillers, à notre réseau de commerciaux. Et du coup, la solution est capable directement d'envoyer des emails aux conseillers en leur disant, voilà, cette semaine, voici 5 clients à contacter en priorité pour leur proposer telle et telle offre. Et nous pensons que
le client 1 est intéressé par ce produit santé premium parce qu'il a déjà tel autre produit, parce qu'il a tel âge, parce qu'il habite dans telle zone, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réellement recommander des produits, mais on va aussi toujours expliquer pourquoi est-ce que ce produit est recommandé. Alors, un premier business case sur une mutuelle spécialisée dans l'IARD. On est sur un niveau initial un taux de multi-équipement qui était de 1,1 contrat par adhérent. C'est une mutuelle pour laquelle on a augmenté, au bout de quelques mois, on a réussi à augmenter de 22% le taux de multi-équipement. Alors, c'est à la fois beaucoup en pourcentage, on part d'un équipement à 1,1, mais c'est un résultat qu'on a obtenu à partir du 4e mois et qui est toujours en cours d'évolution. Pour faire ça, on a analysé un certain nombre de données. On a analysé donc, des données sociodémographiques. Donc, encore une fois, est-ce que l'adhérent est un homme, une femme? Dans quel type de zone il habite? Quel est son code postal? Quel est son âge? Quelle est la constitution de son foyer familial? On a travaillé sur les interactions clients. Est-ce que cette personne a appelé dernièrement son conseiller? Combien de fois elle l'appelle en général? Est-ce que c'est des gens qui font des réclamations? Est-ce que c'est des gens qui ont fait évidemment des devis sur Internet, qui évidemment est une source très intéressante d'informations pour de la détection d'appétence? On travaille avec l'historique contractuel. Combien de contrats sont souscrits? Depuis combien de temps? Est-ce qu'il y a eu des variations, des mouvements avec des contrats en plus, des options en plus, des contrats en moins? Et puis, on a ajouté des données externes, des données open data, qui sont des données autour de moments de vie. Ici, on avait des données sur la présomption du moment de passage à la retraite, qui faisait partie de certains contrats spécifiques. On a rajouté des notions de catégories socio-professionnelles, des données qui viennent de l'INSEE, des données sur, d'une part, le type d'habitat et par ailleurs, la probabilité de déménagement de ces personnes. Une fois qu'on a traité l'ensemble de ces données, on va regarder sur l'ensemble des critères quels sont les critères qui sont le plus importantes dans le cadre de notre prédiction. On parle de variables d'importance. Quels sont les critères, les informations qui vont permettre le plus de prédire un intérêt pour un nouveau produit? Et du coup, ici, ce qu'on a trouvé de plus impactant, on avait une donnée open data qui est sur la catégorie socio-professionnelle. Et la catégorie socio-professionnelle, dans notre cas, avait un fort lien avec l'âge du sociétaire. Pour former un cocktail de données entre catégorie socio-professionnelle, âge de sociétaire et passage à la retraite. Ce triptyque qui va un petit peu ensemble parce qu'en fonction des catégories socio-professionnelles, l'âge de la retraite va être différent, le pouvoir d'achat va être différent. Ces trois données ont permis très fortement de développer certaines offres et d'identifier un potentiel sur certaines catégories d'offres qui étaient sous-exploitées. On a l'ancienneté du contrat, et donc dans l'ancienneté du contrat, ce qu'on va rechercher à travers ça, c'est le niveau de fidélité, le niveau d'affinité de l'adhérent avec la mutuelle, et du coup une capacité à avoir une écoute, une oreille attentive sur des nouveaux produits, sans forcément chercher une mise en concurrence extrêmement importante. Et enfin, pareil, de façon associée à l'ancienneté du contrat, le nombre de contrats, pareil, est également un très bon signe de l'aspect affinitaire, quasiment culturel de la relation avec la mutuelle, et permet de déterminer des cibles qui vont être beaucoup plus propices à un moment précis à recevoir une nouvelle offre d'équipement et à y souscrire évidemment. On arrive sur un modèle de prédiction sur lequel on arrive dans ce cadre-là à anticiper 63% des besoins. Ça veut dire que pour 63% des souscriptions, on arrive à anticiper et on avait réussi à anticiper et à prévoir
une forte appétence pour ce produit. En termes d'utilisation opérationnelle, là, on est dans un exemple pour lequel on a eu une intégration très fine avec le CRM. En l'occurrence, un des CRM pour lequel on a un connecteur natif, une solution qui s'appelle iDeal CRM. Et du coup, ici, ce qu'on voit, c'est que les agents, sur leur écran d'accueil, ici, je suis un agent commercial, j'ai un certain nombre d'informations et j'ai ici un pavé rouge sur lequel on m'indique que sur mon portefeuille, j'ai 10 adhérents pour lesquels j'ai un besoin détecté et donc 10 adhérents qui vont être intéressants à contacter rapidement. Si je clique sur ce compteur, ici, j'arrive sur une liste sur laquelle je retrouve mes 10 résultats. Là, je retrouve mes 10 personnes. Et ici, j'ai un focus sur les besoins avec un niveau d'urgence plus ou moins important des personnes qui vont être à rappeler en priorité. Si je vais sur le détail d'une fiche, je retrouve ici une information qu'on appelle souvent push produit sur lequel on me suggère un produit et ici on me suggère de proposer un produit retraite. Donc ça, c'est un exemple d'intégration. Il y a beaucoup de façons de transmettre l'information à un réseau de conseillers. Ici, on est dans quelque chose qui est à la fois assez fin, c'est-à-dire que j'ai l'information dans mon CRM, mais pour les conseillers, je n'ai pas besoin de formation, j'ai pas besoin, à la rigueur, je ne sais même pas que l'information vient d'Afterdata et on est sur une intégration native donc qui se fait assez rapidement. Deuxième cas, assurance dans le monde de la santé. Là, on était sur un taux d'équipement un peu plus important, 1,4 contrats par adhérent. On a réussi, au bout de quelques mois, à augmenter de façon un peu moindre, à plus 19%, mais ça fait déjà en termes de chiffre d'affaires un ROI qui est à plus de 10 fois le prix de la solution. Donc, on est quand même sur un résultat déjà très, très appréciable. En termes de données, on utilise à nouveau des données socio-démographiques. Dans le monde de la santé, on a des choses qui reviennent assez souvent sur l'analyse des remboursements, l'analyse du reste à charge. Et sur le reste à charge, souvent associé au reste à charge, on a une dimension géographique, puisque le reste à charge n'est pas le même et est souvent très différent selon les régions. Le coût de la santé varie beaucoup selon les régions, alors que le niveau de remboursement, lui, est fixe. Du coup, on a une variable qui souvent est assez importante. On analyse également les interactions clients, donc les échanges avec le service client, est-ce que les éventuelles réclamations. L'historique contractuel, toujours pareil, combien de contrats sont actuellement souscrits, depuis combien de temps. Et puis, on a intégré des données externes, des données open data, des données sur la consommation de santé, qui sont des données qui viennent principalement d'Emeli, de la base de données open data de la sécurité sociale, des données sur les moments de vie et notamment le risque de déménagement. Les critères qui ont été le plus importants, ici on voit qu'on en a plus, ça veut dire que chaque critère a un poids un petit peu moins important, donc on a une variété plus importante de critères. On a le reste à charge qui est prioritaire, on a le nombre d'actes, donc le nombre de remboursement d'actes, l'âge du sociétaire qui était parmi les choses importantes. On a deux données externes autour de l'écart, la différence entre la consommation de produits de santé de l'adhérent et des moyennes géographiques par typologie de clients. Concrètement, est-ce que j'ai un adhérent qui surconsomme ou sous-consomme des produits de santé? La catégorie socio-professionnelle et le montant total des cotisations. Ici, on est sur un modèle sur lequel on a un taux d'anticipation qui dépasse un petit peu la moitié, c'est-à-dire qu'on est à 57% d'anticipation des nouveaux besoins. Ça veut dire que pour un adhérent sur deux qui a un besoin sur un produit additionnel, on a été capable de l'anticiper et donc on a été capable de lui faire une proposition et en ça de démultiplier et d'augmenter le taux de transformation des propositions sur les nouvelles offres. On est vraiment sur un enjeu de communiquer moins, mais communiquer mieux à la bonne personne et surtout au bon moment. Là, on est sur une exploitation beaucoup plus simple. On n'est pas sur une intégration directe dans un CRM. On est sur un mode d'exploitation sur lequel les commerciaux reçoivent tous les lundis un email qui ressemble à ce que vous avez à l'écran, sur lequel on va leur dire vous avez X clients avec un potentiel important.
voilà les principales raisons pour lesquelles on pense qu'il faudrait proposer ce produit à ce client, et voilà un lien pour directement contacter ce client. Donc là, on est essentiellement sur de l'email, donc quelque chose qui ne nécessite aucune intégration technique, et on exporte des fichiers Excel ou des fichiers plats pour le marketing, qui sont des fichiers qu'on a mis directement, strictement au format attendu par l'outil de marketing automation, et du coup qui vont permettre derrière d'être intégrés dans un outil d'emailing, dans un outil de courrier, de façon à directement communiquer. Donc là, on est sur un exemple d'intégration sur lequel on n'a réalisé aucune interface. Ça ne veut pas dire qu'on n'en réalisera pas plus tard, mais dans un premier temps, on a commencé sur une utilisation de l'application directe, sans intégration dans le système d'information. Quelques écrans de la solution. Donc, ici, on a un dashboard de recommandation produits. On me dit que j'ai, sur les 3 mois à venir, 26 766 offres, donc 26 766 personnes auprès de qui j'ai une offre à recommander en particulier. Ici, j'ai un scoring des produits qui sont le plus de fois des produits à recommander, des produits avec une forte appétence. Et puis ici, j'ai l'évolution de l'appétence du top 3 de mes produits. La première chose que je vais avoir, c'est une synthèse. Et ici, on va me dire produit par produit. Donc ici, par exemple, pour mon produit Santé Plus, on me dit que les personnes qui ont l'appétence Santé Plus la plus forte sont à 61% des femmes, sont des gens qui ont une ancienneté importante. Ils ont en moyenne un contrat qui a 14 ans d'ancienneté. Ça correspond à une population d'un peu plus de 5000 personnes, de presque 6000 personnes. C'est des gens qui ont déjà un contrat conso, un contrat habitation et un contrat garantie accident de la vie, majoritairement. Et puis, on a une régionalité qui est détaillée ici. Donc, on va directement détailler chacun des groupes. L'enjeu ici est de ne pas partir d'un aspect statistique, mais vraiment de dire j'ai besoin de savoir à qui j'ai le plus de chances de vendre ce produit. Ici, j'ai une présentation marketing de mon offre sur lequel on va me donner l'ensemble des caractéristiques de la population de façon à ce que je puisse directement communiquer avec elle, soit via mon réseau d'agents, soit via des campagnes de marketing. Ensuite, je peux avoir accès aux détails ici. Le détail, ça va être ici la liste de mes adhérents et associé à chaque adhérent ici, j'ai une appétence pour mon produit Santé Plus. Donc ici, je vois que cette personne a un taux d'appétence au produit de 26%, donc qui n'est pas très élevé, lieu une appétence par exemple de 88%. Donc je peux vouloir aller creuser le détail de l'information. Et si je clique ici sur les 3 petits points à côté de 88, ici on va m'expliquer pourquoi est-ce que cette personne a une appétence importante au produit Santé Plus. Parce que j'ai ici une dépense de verre qui est importante, parce que j'ai un contrat assez ancien, j'ai une localisation en Île-de-France qui correspond à des groupes de personnes qui ont une surappétence pour ce type d'offre, et j'ai un écart de cotisation qui est négatif. Donc là, j'ai accès aux détails des motivations de ce pourcentage. Ce sont les raisons qui me font dire que ces personnes ont une forte appétence. On s'adresse à des populations essentiellement marketing. Je ne vais pas diffuser ce niveau de détail aux équipes de conseillers, et souvent on va être plutôt sur un ou deux critères et une recommandation de produits sans rentrer dans ce niveau de détail. Là, on est plutôt dans une approche marketing sur laquelle j'ai envie de comprendre le détail de l'information. Si je veux aller plus loin, si je clique sur le code de mon client, je vais ouvrir directement la fiche de mon CRM. Et ici, j'arrive directement sur la fiche de Pierre Balic. Et là, je vais pouvoir aller consulter tout son historique contractuel, l'historique de ses échanges avec le service client pour comprendre le détail de ce qui se passe pour cet adhérent et des raisons pour lesquelles on considère qu'il a une forte appétence pour ce produit. Je peux ensuite réaliser une campagne. Donc, une campagne ici, je vais vouloir faire une campagne de recommandation produit, une campagne de promotion. Ici, je vais définir le coût de ma campagne. Je peux avoir un coût fixe. Ici, j'ai un coût de 1 500 € par exemple, parce que je demande à une agence de communication de me faire une jolie création pour un emailing, par exemple. Ici, j'ai un coût par destinataire. Si j'envoie des emails, je considère que j'ai un coût interne d'1 € par email envoyé. Et puis, dans le cadre de cette proposition de nouvelle offre, je vais proposer une offre commerciale qui a un coût pour moi de 10 € parce que je propose un mois gratuit, par exemple, sur cette nouvelle offre.
À partir de là, j'ai défini les critères de ma campagne. Je vais pouvoir sélectionner à qui je veux l'envoyer. Ici, par exemple, je veux envoyer mon offre aux personnes qui ont un niveau d'appétence qui est entre 85 et 95% pour cette offre. Alors, pourquoi pas plus de 95%? Déjà, c'est un choix, vous faites ce que vous voulez. Mais on peut se dire qu'au-delà de 95%, ce sont des gens qui vont extrêmement certainement souscrire cette offre. Il n'est pas forcément stratégique de leur envoyer une offre commerciale, sachant que ce sont des gens qui, de toute façon, allaient souscrire cette offre. Après, on peut avoir une approche où on veut sécuriser au maximum la transformation et à l'inverse, dire moi, je veux l'envoyer à tout le monde, y compris ceux qui ont des très fortes probabilités de transformation. Là, c'est un choix de stratégie. Par contre, on va pouvoir faire plusieurs choix et les comparer. Une fois que j'ai fait cette sélection, je vais cliquer ici sur Profil et ici, il va me redétailler qui sont les personnes à qui je m'adresse. Toujours la même chose. Est-ce que ce sont plutôt des hommes, des femmes? Quel âge ils ont en moyenne? Quels sont les produits qu'ils ont déjà? Quelles sont leurs régions? Et ainsi de suite. L'enjeu est d'avoir des éléments opérationnels pour directement communiquer avec mes clients. Je vais pouvoir ensuite lancer ma campagne, soit la lancer directement depuis la solution After Data, soit la transmettre à mon CRM. Je vais ensuite, jour après jour, voir l'évolution de ma campagne et voir combien de clients ont souscrit à mon offre en nombre de clients et en chiffre d'affaires. Alors, si on revient un instant avant de finir sur ce qui nous a fait travailler et ce qui nous a permis de réaliser ces prévisions, on a vu au début qu'on avait regardé le comportement passé, on a regardé dans le passé qui étaient les adhérents qui ont souscrit pour réussir à anticiper qui, à l'avenir, a le plus de chances de souscrire à mon offre. Ça marche très bien quand le passé est assez régulier et quand le passé ressemble au futur. Sauf que, des fois, il se passe un accident. Un accident, c'est quoi? C'est un changement. Alors, ce changement, ça peut être un changement commercial, ça peut être un changement législatif. Il y en a eu beaucoup. Ça peut être une crise, le coronavirus actuellement. Ça peut être demain une évolution législative dans le domaine de la santé. Et tous ces éléments sont des éléments qui vont perturber le comportement du consommateur, du client, de l'adhérent, ou en tout cas sont des éléments qui vont faire que le comportement futur n'est pas strictement identique au comportement passé. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est quelque chose qu'on a eu à prendre en compte de nombreuses fois dans notre solution. Et c'est pour ça qu'on a développé des fonctions qui vont permettre, dans la solution, de dire qu'à partir d'une certaine date, on va créer une plage de surapprentissage, c'est-à-dire qu'on va créer une plage d'hypersensibilité. On va dire que les comportements des adhérents, à partir du 17 mars, par exemple, sont à prendre en compte de façon beaucoup plus intense que le comportement des adhérents avant le 17 mars. Pourquoi? Parce qu'on sait que des comportements commencent à changer à partir d'une date. Et du coup, ce qu'on veut, c'est que le modèle apprenne extrêmement rapidement. Et on ne veut pas avoir à attendre 6 mois pour avoir un modèle prédictif efficace, ce qui serait le cas si on laissait tourner un modèle prédictif traditionnel. Donc, on va créer une plage d'hypersensibilité pour accélérer l'apprentissage du modèle et très rapidement pour pouvoir voir quels sont les changements du comportement des adhérents après une certaine date. Ça fait partie des règles de gestion dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire que ce n'est pas juste un modèle mathématique qui tourne tout seul, mais c'est bien un humain qui dit attention, à partir d'un certain moment, moi, je souhaite avoir un comportement différent. Ce qu'on a pu voir, spécialement sur l'IARD, c'est qu'on a eu deux variables qui ont sensiblement bougé et qui ont pris beaucoup plus d'importance. L'ancienneté du contrat est devenue le critère le plus important aux prévisions de recommandation de produits. Et à travers ça, ce qu'on comprend et ce que comprennent nos clients, l'interprétation de nos clients, c'est un aspect affinitaire, un aspect sécurité du partenaire historique, de la mutuelle historique, qui est quelque chose qui devient extrêmement important et du coup à qui on fait encore plus confiance parce que c'est la mutuelle avec laquelle on travaille depuis longtemps.
Et puis, une sensibilité prix qui a très nettement augmenté. Et ce qu'on voit, c'est que le montant de cotisation totale est devenu un critère important dans la capacité à adhérer à une nouvelle offre. Donc, ce qu'il faut retenir ici et qui me semble vraiment important, c'est qu'un modèle mathématique seul va vous faire des prédictions et va très doucement évoluer. Un modèle mathématique est plutôt un outil marketing piloté par une équipe marketing parce qu'on a intégré dans la solution des changements particuliers, va être capable de donner des résultats qui vont être immensément plus efficaces parce que j'ai une équipe marketing qui dit à partir d'une certaine période, moi, je veux que certaines choses soient modifiées. C'est pour ça que dans la solution, on a des fonctions un petit peu plus avancées que ce que je vous ai montré, sur lesquelles on peut voir ici le classement des variables d'importance. Alors là, c'est une version de démonstration, le nom complet des variables, mais ici, il faut imaginer que vous avez l'âge des sociétaires, la durée du contrat, la localisation, le nombre, le taux de lecture de la newsletter, et ainsi de suite. On peut avoir une synthèse des critères qui ont le plus d'importance. On peut rentrer dans le détail et avoir beaucoup plus de variables. Et on va pouvoir ensuite créer, encore une fois, des plages d'hypersensibilité pour tous les critères, uniquement pour certains critères. On peut dire qu'on veut analyser la sensibilité, on veut que le coût total de la cotisation soit quelque chose qui pèse beaucoup plus lourd dans la prévision à partir de telle date, par exemple. On a également la possibilité, variable par variable, de dire la variable offre concurrentielle, je veux la désactiver. Et du coup, je peux faire un test, désactiver une variable et derrière, analyser ce que ça donne et comparer le modèle sans cette variable et le modèle avec cette variable. L'intérêt, c'est d'avoir toujours une capacité à maîtriser les données qui sont analysées, à les comprendre et être capable de travailler avec. Pour finir, un dernier sujet qui est un sujet vraiment important, on a dans la solution un module d'analyse du risque de discrimination dans les données. Alors, concrètement, le risque de discrimination, c'est quelque chose dont on parle pas mal quand on parle d'analyse prédictive. Pour vous donner un exemple qui sort un peu du marketing, si on donne à un modèle prédictif une pile de CV et qu'on dit au modèle, dis-moi qui a le plus de chances de devenir le dirigeant d'une entreprise du CAC 40 en France en 2021, le modèle prédictif ne vous donnera exclusivement que des hommes. Pourquoi? Parce qu'il va regarder au cours des 30 dernières années si les dirigeants étaient des hommes ou des femmes. Il va se rendre compte qu'à une exception notable, il n'y avait que des hommes. Et du coup, le modèle va vous dire que demain, seuls des hommes dirigeront les entreprises du CAC 40. Il y a évidemment un biais extrêmement important, c'est que l'apprentissage sur lequel il se base, lui avait fait le choix d'une sélection, d'un choix humain et clairement discriminatoire. On va, dans la solution, analyser un certain nombre de données comme ça, dans un premier temps pour être capable de dire si je suis sur une situation qui présente un risque de discrimination, si les recommandations de l'outil peuvent être discriminatoires, et on a pour ça un certain nombre de critères qu'on va analyser, pour lesquels on a des seuils d'alerte, et pour lesquels on va dire attention, on va émettre des alertes en disant attention, on a telle donnée sur le genre, sur l'âge, sur la zone d'habitation, sur lequel on a un poids extrêmement important d'une catégorie de population par rapport à une autre, et on met l'alerte à un responsable marketing en disant attention, il faudra regarder si on n'est pas dans un cas de risque de discrimination, et dans quel cas on a la possibilité de dire que cette donnée source, on la désactive, comme on l'a fait tout à l'heure. C'est quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui est vraiment très très important parce que dont on parle ici, c'est la maîtrise par l'équipe marketing du traitement métier de la donnée. Notre petite minute de publicité. Pourquoi les clients nous choisissent? Ce qu'on propose, c'est vraiment un outil prêt à l'emploi, standard. L'enjeu n'est pas de réinventer la roue à chaque fois. On travaille sur des problématiques assez limitées, des problématiques dédiées exclusivement au marketing. Et donc, on part sur un outil standard qui a des fonctionnalités qui ont été éprouvées auprès de nombreuses mutuelles, assurances, banques, et qui est un outil dédié aux équipes marketing. Comme vous l'avez vu,
il y a besoin d'aucune compétence technique pour l'utiliser, parce que cet outil est un outil qui existe déjà. C'est un outil qu'on met en œuvre en quelques semaines, et donc ça veut dire qu'au bout de quelques semaines, on est capable d'évaluer le ROI de la solution. On est sur une solution pour laquelle il n'y a aucun coût de mise en œuvre, on est uniquement sur un coût d'exploitation, donc il n'y a pas de risque financier associé à la solution. Euh, on parle de solution complète parce que ce n'est pas juste un outil qui calcule des scores. C'est fournir des données externes, des données open data, qui sont une des conditions sine qua non de la précision de ce qu'on va anticiper. C'est faire des campagnes d'A/B testing. On a parlé à l'instant de la discrimination, de l'hypersensibilité. Ce sont des choses qui sont vraiment indispensables pour un véritable usage de la donnée. Et ensuite, parce qu'on part d'un outil standard, on est sur des coûts pour la mutuelle ou l'assurance qui sont clairement au moins de 10 fois inférieurs à ce qu'on ferait si on faisait ça de façon spécifique et qu'on refaisait tout à la main. Voilà pour les principaux éléments du webinaire que je souhaitais vous présenter. Je suis maintenant à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez converser avec le chat que vous voyez sur votre écran. Et je suis à votre disposition. Alors, quelles sont les compétences internes nécessaires pour un tel projet? C'est une très bonne question. Alors, on échange très fortement avec les équipes marketing. Il n'y a pas besoin de compétences particulières en marketing. Le marketing habituel est largement nécessaire. Et après, d'un point de vue technique, on a vraiment deux cas de mise en œuvre. Certains de nos clients n'ont pas du tout d'équipe data. Et dans ces cas-là, on va échanger directement avec l'informatique. On n'a pas besoin d'experts de la donnée au sens data science pour travailler. Pour d'autres clients, on travaille en partenariat avec les équipes data science et on a fait vraiment un travail collaboratif dans lequel on va s'inspirer des recherches qu'ils ont déjà faites sur leurs données, de leur connaissance de la donnée, de leur connaissance des corrélations, de façon à aller plus vite dans la mise en œuvre de l'outil et leur permettre à eux d'aller plus loin dans l'exploitation et dans la mise à disposition de ces données vis-à-vis du marketing. Donc, ça va de personnes qui ont très peu de compétences data à des gens qui ont de très grosses équipes data. Est-ce qu'il faut forcément s'interfacer avec cette information? Non. On a des clients chez qui on commence, voire on commence et puis on dure après avec zéro interface. L'application vit de façon autonome. C'est une application qui peut être soit en mode SaaS, soit en mode on-premise, donc installée chez le client. On a les deux cas. Soit on n'a aucune interface et on alimente l'outil avec quelques exports de données. Quelques exports de données qui sont mis à jour régulièrement. Et ensuite, en exploitation, c'est utiliser la solution et puis de l'envoi d'email au conseiller, de l'export de fichiers plats pour l'outil. Donc, on peut le faire avec zéro interface technique. Et puis, dans certains cas, on a une interface qui est plus fine. On automatise l'intégration des données qui viennent de votre système d'information. Et puis, on exporte ces données automatiquement vers le CRM ou l'outil de marketing automation. Est-ce que vous allez faire également une présentation sur la valeur prospect? Oui, on va faire un webinar, je pense d'ici 2 semaines. En ce moment, on est un peu notre rythme de webinar. Donc, je vous enverrai un message. Mais oui, on va faire sûrement un webinar sur le lead scoring et la valeur prospect. Ah, quel est le coût de la solution? Question importante et nécessaire. Le coût de la solution, donc on l'a dit tout à l'heure, un coût essentiellement d'abonnement, pas d'investissement. C'est un coût qui est proportionnel au nombre d'adhérents que vous avez. Et concrètement, on parle d'un coût mensuel qui varie entre 1 500 € pour nos plus petits clients jusqu'à 4 500 clients pour des très gros clients qui ont plusieurs millions d'adhérents. Si il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de terminer
ce webinar. Je vous enverrai les slides présentés ainsi qu'un lien vers le replay. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez l'ensemble de mes coordonnées. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. À bientôt.